On a le sentiment, quand on fait cette émission tous les soirs, qu'il y a énormément de travail à faire au niveau de la justice, justement. On a l'impression que le ministère de l'Intérieur, la police fait son travail, mais que derrière, la justice, ça semble compliqué et que des vieilles lois, et c'est vrai qu'on le dit tous les jours ici, on a l'impression que c'est très compliqué de faire bouger les choses au niveau des lois et qu'aujourd'hui, même le garde des Sceaux, moi, on me le dit, je vous le dis, Jordan Bardella, même le garde des Sceaux me dit, il ne peut rien faire. Très compliqué de bouger les choses. Et aujourd'hui... mais il vous mente. Je veux dire, quand le garde des Sceaux est applaudi quand il visite une prison par les délinquants de la prison, est-ce que vous croyez qu'il incarne une idéologie de fermeté? Est-ce qu'il fait peur? Aujourd'hui, et on l'a vu dans le drame du personnel pénitentiaire et l'assassinat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un assassinat sur le modèle de ce qu'on voit au Mexique ou en Amérique latine dans les règlements de compte entre cartels. Je vous dis, moi, ma sœur m'a envoyé, on se croirait à Medellín. Mais bien sûr. Et on se rend compte qu'on a d'un côté des gangs et des mafias de narcotrafiquants qui sont de plus en plus armés et de l'autre un État qui est de plus en plus faible. L'État, la justice, l'autorité, l'institution ne fait plus peur. Et moi, je souhaite que l'autorité revienne à tous les étages de la société, dans la rue, dans l'espace public, mais aussi à l'école. Jordan Bardella, je vous le dis, je vous pose des questions telles que je le ressens et telles qu'elles me reviennent et telles que les gens m'en parlent dans les rues ou d'autres. Vous dites, on va faire ci, on va faire ça, et je comprends. Vous êtes au courant aujourd'hui, vous avez vu l'état de la France économiquement, et dès que je parle à certaines personnes, quand je parle à certaines personnes, on me dit le Rassemblement national, Jordan Bardella, Marine Le Pen, super, en termes de sécurité, on y croit, on a confiance en eux. Mais ils me disent, sur le plan économique, on est extrêmement inquiet, on ne les sent pas à la hauteur. Moi, je suis inquiet de ce que fait Macron, mais record de Mozart de la finance, record de déficit public, record de dette, record du déficit de la balance extérieure. Tous les indicateurs économiques sont au rouge. Donc les leçons d'économie de gens qui se sont présentés comme des Mozart de la finance, moi je m'en passe. Ce qui est vrai, et je le dis aux Français, mais vous répondez quoi mais je leur dis d'abord, je leur dis que nous allons hériter d'une situation économique qui sera difficile. J'ai aucune responsabilité dans la situation du pays et nous allons devoir reconstruire une France qui aura été considérablement affaiblie. Ce qui est vrai, c'est que les moyens financiers de l'État sont de plus en plus contraints. Mais les Français qui payent de plus en plus d'impôts et qui ont un service public de plus en plus dégradé se demandent où passe l'argent. Et je pense qu'il faut faire un audit aujourd'hui dans les comptes de l'État, parce qu'on a l'un des taux de prélèvement obligatoires, c'est-à-dire d'imposition les plus élevés de l'OCDE, des pays développés, peut-être 46%, et de l'autre, une école affaiblie, un hôpital en ruine, la police qui travaille dans de moins en moins de moyens. On l'a vu avec le personnel pénitentiaire qui met tous les jours sa vie en danger pour 1 500 ou 2 000 euros par mois. Donc il y a un grand ménage à faire dans les comptes publics. Moi, je dis juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, on multiplie les normes, la paperasse, l'administratif pour nos entreprises. Une partie de la réponse aux problèmes économiques du pays, c'est la création de richesses. Moi, je crois dans la croissance et je pense qu'il faut déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance. Je vous donne un exemple. Vous me demandez qu'est-ce qu'on ferait de différent. Aujourd'hui, de tout temps, la France a construit son parc nucléaire. Grâce au parc nucléaire, du général de Gaulle au président Nicolas Sarkozy, on a eu l'une des énergies les moins chères d'Europe, qui a permis à nos entreprises d'être productives dans l'industrie, aux familles françaises d'avoir une énergie pas chère. On a décidé d'aligner de manière totalement irrationnelle les prix du nucléaire en France sur les prix du gaz pour harmoniser tout ça au niveau européen. Et la France, aujourd'hui, ne bénéficie plus des fruits de sa production nucléaire. Moi, je souhaite qu'on sorte des règles de tarification du marché de l'électricité au niveau européen pour permettre immédiatement aux Français de récupérer les atouts de leur filière nucléaire. Ça permettrait de faire baisser immédiatement de 20 à 30% les factures d'électricité. Donc, il y a des mesures de bon sens à prendre et elles ne sont pas prises parce qu'on est gouverné par des fanatiques et par des idéologues. On a l'impression, Jordan Bardella, je vous le dis, moi, mon père, et mes parents me disaient souvent, un ancien président, Jacques Chirac, il a dit lors de son 12e mandat, ne faites rien, de toute façon c'est impossible de bouger le paquebot. Et on a l'impression que tous les présidents qui succèdent, alors il y a eu Nicolas Sarkozy, qui me semblait être quelqu'un et qui semble être quelqu'un de très compétent, je vous le dis, moi je le trouve, j'ai déjà discuté avec lui. Après il y a eu François Hollande, François Hollande,
Il veut revenir, par exemple. Oui, il veut revenir. Vous savez, c'est comme une ex. Comme une ex qu'on a envie d'oublier. Donc voilà, François Hollande, après, bien sûr, on connaît son niveau. Et puis ensuite, il y a eu Emmanuel Macron 2 fois. On a l'impression que c'est impossible de faire bouger le paquebot. Je vous le dis, Jordan Bardella. C'est impossible. Mais non, mais ne croyez pas ça. Ils prennent des décisions. Je veux dire, ils ont pris des décisions pendant 7 ans qui ont amené à ce que des milliers d'agriculteurs descendent dans les rues. Ils ont négocié des accords de libre-échange qui ne respectaient aucune de nos normes, qui ont mis en concurrence nos agriculteurs avec des produits qui viennent du monde entier. Lorsqu'ils multiplient les normes environnementales pour les entreprises, encore pour les agriculteurs, alors qu'on a déjà l'agriculture la plus propre d'Europe, voire parmi les plus propres du monde, c'est des décisions politiques. Quand on décide, par exemple, de supprimer les maths au lycée, avec les conséquences catastrophiques qu'on connaît, ils ont été obligés de revenir dessus. Ça a des conséquences politiques. Donc, moi, je réfute le fait qu'on ne peut rien faire, qu'on est pieds et poings liés et que ce qu'on vit est une fatalité. Moi, je dis aux Français, ceux qui vous disent ça, vous mentent. On peut changer les choses. On peut concrètement améliorer le quotidien des Français. Encore faut-il essayer. Et moi, je viens dire aux Français, nous allons faire avec mon mouvement politique, nous allons essayer de faire ce qui n'a jamais été fait depuis 40 ans. Parce que quand vous regardez la politique qui est menée depuis 40 ans, ce sont sur les fondamentaux les mêmes orientations. À l'égard de l'Union européenne, ça a été les mêmes orientations. À l'égard de la politique d'immigration, ça a été les mêmes orientations. À l'égard de la politique économique, sociale, ça a été les mêmes orientations. Donc, moi, je dis, il y a des pays où on arrive à changer les choses. Toutes les grandes puissances qui marchent dans la mondialisation, les États-Unis, la Chine, réussissent parce qu'elles protègent leur marché intérieur, elles font du patriotisme économique, elles soutiennent leurs industries, elles soutiennent leur jeunesse, elles soutiennent leurs talents. Et moi, je viens dire aux Français, on va faire en France ce qui marche ailleurs dans les autres pays. Et il n'y a pas de raison que les Français soient privés de ce qui fonctionne ailleurs. Jordan Bardella, j'aimerais qu'on parle de 3 minutes, de 3 actus, dernières actus. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on a les moyens d'aider l'Ukraine ou pas, la France? Est-ce qu'on a les moyens vraiment économiques d'aider l'Ukraine pour vous? On trouve des milliards qui débarquent. C'est marrant, il n'y a jamais d'argent pour l'hôpital, il n'y a jamais d'argent pour l'école, il n'y a jamais d'argent pour baisser les factures d'électricité, mais on arrive toujours à trouver de l'argent. Moi je suis pour qu'on soutienne l'Ukraine, mais je veux dire dans la limite de ce qu'on peut faire. Jusqu'où je suis en désaccord avec le président de la République lorsqu'il... les aider. Exemple. Est-ce qu'on a les moyens de les aider? Mais voilà, j'entends toute la journée qu'on est endetté, qu'on est ruiné. Donc quand on est ruiné, on commence par privilégier sa population, ses services publics et son pays. Ça me semble être un principe de bon sens. Mais quand Emmanuel Macron dit il faut toujours avoir en tête l'hypothèse qu'on peut envoyer des troupes en Ukraine. L'armée française aujourd'hui a été affaiblie, dépecée par des années d'austérité. On serait incapable aujourd'hui, ça a été dit dans des rapports parlementaires, notamment du Sénat, de tenir un conflit de haute intensité pendant plus de 3 semaines. Donc commençons d'abord par réarmer nos soldats, par réarmer notre armée de terre, notre armée de l'air, et faisons par exemple, moi je propose qu'on fasse la priorité nationale et la préférence européenne. C'est-à-dire que je souhaite que les entreprises qui produisent en France aient un avantage dans la commande publique. Exemple, aujourd'hui dans la restauration, dans les cantines par exemple de nos enfants, 75% du bœuf est d'origine importée. Pourquoi? Moi je souhaite que nos agriculteurs aient une priorité dans les marchés publics pour faire en sorte qu'on puisse manger français. Moi quand j'ai entendu l'histoire des poulets d'Ukraine, j'ai rien contre ça. Mais comment vous voulez que nos agriculteurs se battent avec des moyens qui sont plombés de l'intérieur par leur propre pays, avec des règles? Et donc c'est une décision. Ils ne peuvent pas être en concurrence avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes règles. Mais donc c'est une décision politique. Quand Emmanuel Macron et Gabriel Attal suppriment les droits de douane... C'est possible de le changer, ça? Mais on peut défaire ce qui a été fait. Je veux un exemple, vous avez raison. Aujourd'hui, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont, avec l'Union européenne, supprimé les droits de douane avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on a nos éleveurs de poulets qui produisent un poulet à 7 € le kilo, à qui on vient dire maintenant vous allez être mis en concurrence avec des agriculteurs qui respectent aucune des normes qu'on vous impose, avec un poulet qui vaut lui 3 € le kilo. Oui, mais c'est une décision politique. Ça, on ne peut pas le faire. Voilà. On ne peut pas laisser les agriculteurs. Bon, autre question, qu'est-ce que vous pensez des manifestations et du blocage de Sciences Po, l'école Sciences Po? Je pense que la réputation de Sciences Po fut quand même d'être le creuset de l'élitisme et des cadres du pays de demain. Et aujourd'hui, cette
cet esprit français de cette grande école française est pris en otage par une minorité d'extrême gauche qui alimente aujourd'hui un antisémitisme forcené dans notre pays. Et on voit que depuis le 7 octobre, la condamnation du terrorisme islamiste et la condamnation de l'antisémitisme ne fait plus l'unanimité dans notre société. Et qu'aujourd'hui, l'extrême gauche alimentée à Sciences Po par la France insoumise est l'un des principaux carburants de la montée de l'antisémitisme en France. Lorsqu'on refuse de condamner le Hamas, lorsqu'on a un discours ambigu à leur égard, lorsqu'on a sur la liste de Manon Aubry de la France insoumise une candidate Rima Hassan qui explique que les actes du Hamas sont des actes de résistance, eh ben, je pense que c'est extrêmement grave. Quand vous voyez toutes les inepties qui sont tweetées ou qui sont dites par les membres de la LFI, est-ce que ça vous chagrine ou est-ce que vous vous frottez les mains, vous vous dites c'est une énorme chance pour nous, puisqu'aujourd'hui, il y a un sondage qui a dit dernièrement que le parti qui faisait le plus peur aux Français, j'ai vu une étude sortir, voilà, c'était aujourd'hui la France insoumise et non plus vous. Est-ce que je m'en réjouis? Oui. Vous vous en réjouissez? Je ne veux pas me réjouir qu'on ait un mouvement politique aujourd'hui qui soit représenté à l'Assemblée nationale qui alimente l'antisémitisme en France. Vous ne dites pas c'est génial pour nous, toutes les bêtises qui peuvent sortir? Non, parce que derrière, il y a des gens, en fait. Voilà, et derrière, il y a des étudiantes. On a vu une étudiante à Sciences Po à qui on refuse l'entrée dans une conférence au motif qu'elle est de confession juive. Voilà, c'est ça l'arrêté de l'extrême gauche aujourd'hui en France. Et je pense que, concernant nos compatriotes de confession juive, on a toujours été clair sur la lutte contre l'idéologie islamiste. Et je pense qu'on est aujourd'hui l'un des meilleurs boucliers pour les juifs de France. Il y a beaucoup, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de Français de confession juive qui sont partis de ce département parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Comme pour la LFI, il y a beaucoup de gens aussi qui disent le Rassemblement national, et ils se disent tiens, on va dire maintenant qu'on est vraiment à fond contre l'antisémitisme pour récupérer aussi. Je crois pas. Je pense que s'il y a beaucoup de Français de confession juive qui se tournent aujourd'hui vers le Rassemblement national, vous savez, il ne faut pas parler à leur place. Voilà. Et croyez-moi, il y a beaucoup de Français de confession juive aujourd'hui, beaucoup, qui ont compris que le Rassemblement national était un bouclier pour eux. Voilà. Comme on est un bouclier pour tous les Français, y compris d'ailleurs des Français de confession musulmane qui ne veulent pas se compromettre avec l'idéologie islamiste et avec le terrorisme, parce qu'on a toujours été clair sur ce sujet. Et je pense que l'islamisme est aujourd'hui l'une des grandes menaces qui pèsent sur notre pays. Les élections européennes, Jordan Bardella, c'est quoi? C'est un énorme bac blanc avant 2027, on a l'impression, parce qu'il y a combien de députés qui vont être élus en tout? 720? Oui. 720. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous en aurez peut-être 30. Enfin, dans toute l'Europe. Il y a 81 sièges qui sont affectés à la France. Mais ce qui est évident, c'est que... Est-ce que même si vous êtes à plus de 30%, est-ce que vous allez peser sur les 720 sièges? C'est ça. Mais non seulement on va peser... 30 sur 720. Mais vous savez, aux dernières élections législatives, il y a 2 ans, en 2022... on a dit est-ce que c'est utile d'aller voter pour des députés RN? Est-ce que vous allez peser? Et puis en fait, on a eu le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Si le peuple vote, le peuple gagne. Et moi, je viens dire aux Français, le Rassemblement national n'a jamais été aussi proche de remporter la mère de toutes les batailles. Cette élection européenne, c'est la dernière marche avant l'élection présidentielle. Et moi, je viens dire aux Français, plus que jamais, on est prêt à vous aider, mais on a besoin de vous. Et j'ai, comme chef de parti, besoin que vous m'aidiez à envoyer un maximum d'eurodéputés RN au Parlement européen. Vous savez, l'Union européenne, c'est très concret. C'est les prix de l'énergie, c'est l'agriculture, c'est l'immigration, c'est la volonté d'Emmanuel Macron de partager la dissuasion nucléaire avec nos alliés. Donc il y a des sujets extrêmement concrets qui sont décidés à Bruxelles. Bruxelles, par exemple, a décidé de répartir de manière obligatoire les migrants dans les villes et les villages français. Est-ce que les Français ont été consultés là-dessus ? Non. Donc moi, je dis aux Français, on peut vous aider. Et il y a de plus en plus de textes au Parlement européen qui se jouent à de moins en moins de voix. Donc bien sûr que nous pouvons peser et bien sûr que nous pèserons. C'est toujours le grand amour avec Marine Le Pen, mais avec Marion Maréchal. Tu veux que je vous dise? Parce que j'ai vu, voilà, vous avez fait... mais Marion Maréchal était au Rassemblement national. Elle a soutenu Éric Zemmour, ça ne marche pas. Et maintenant, elle dit qu'il faut l'alliance avec le Rassemblement national. Vous pourriez réintégrer Marion Maréchal Elle est partie. Donc il faut lui poser la question, mais je ne crois pas qu'elle le souhaite, d'ailleurs. Si elle le souhaitait un jour. Moi, je vais vous dire, je trouve dommage qu'alors que nous pouvons gagner, et plutôt que de nous aider à gagner, par ego, certains tentent d'exister à côté. Vous savez, dans ces élections... Vous pensez qu'elle va faire moins de 5%? J'ai Marion Maréchal et Florian Philippot, voilà, qui étaient 2 anciennes figures du Rassemblement national, du Front national à l'époque, et qui ont décidé d'en partir pour mener des aventures personnelles. Je pense que les aventures personnelles ne marchent pas. Vous avez Marion Maréchal et Florian Philippot, moi j'ai Bertrand Chameroy et Camille Combal. Vous voyez ou pas? Dites, bon, vous êtes heureux, tout va bien?
Bon, j'ai hâte que la campagne se termine, parce qu'on a commencé très tôt et que c'est difficile. Vous savez qu'on a un deuxième complément d'enquête sur le dos? Ah oui, je sais, choquant. Voilà, donc manifestement, on a le service public aux trousses. Ouais. Voilà, on a un complément d'enquête qui est venu nous voir en nous demandant, en nous disant cette fois-ci on espère que ça va bien se passer, mais on souhaite réaliser un deuxième complément d'enquête, cette fois-ci sur le Rassemblement national. Donc c'est pas évident, hein, évidemment, de faire campagne. Vous savez, le 2 est toujours moins bien que le 1, généralement, dans les films. Donc, ouais. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vous savez, après, ils peuvent peut-être en faire un troisième. Vous aviez très bien marché en audience. Moins que vous. Oui, moi. Ça va, hein. Vous pouvez me laisser quelque chose. Non, mais je vais vous dire, je serai heureux le jour où on aura la possibilité d'agir. Voilà, parce que Vous y croyez? Bah oui, j'y crois. Sinon, oui, j'y crois. Et je pense que la question n'est pas est-ce qu'on va arriver au pouvoir. La question, c'est quand. Et il faudra être prêt. Et sur nos épaules et sur les miennes, c'est une responsabilité très importante. Parce que je suis conscient que beaucoup de gens ont essayé d'autres mouvements politiques, ont été déçus et ils misent beaucoup et ont beaucoup d'espoir en nous. Et je leur dis, je vais vraiment tout faire et sincèrement pour ne pas vous décevoir. Vous avez fait beaucoup de débats. Hein. Vous aviez fait un débat avec Gabriel Attal ici même. Vous en avez un autre le 23 mai avec Gabriel Attal, encore le Premier ministre. On vous avez en face de Valérie Ayé, on vous a vu en face de Raphaël Glucksmann. Qui est pour vous, derrière vous, qui est le candidat le plus solide pour vous? François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal, Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy, donc je l'ai déjà dit 2 fois. Bon, Valérie Ayé, elle a beaucoup de mal. Oui. Moi, globalement, d'abord, j'ai du respect personnellement pour eux et je ne me permettrai pas les mêmes inélégances que se permettent avec moi, mais je trouve que Raphaël Glucksmann, pour le coup, même si ce n'est pas du tout mes idées, je trouve qu'il fait plutôt une bonne campagne. Très bien. Vous pensez que ça va être la surprise derrière vous? C'est aux Français de le décider, mais c'est vrai que la campagne de Valérie Ayé est une campagne qui doit être très, très difficile pour elle, parce qu'elle n'était pas le premier choix. Tous les ministres se sont défilés, n'ont pas voulu y aller, et puis elle doit porter le bilan d'Emmanuel Macron, qui est au pouvoir depuis 7 ans. Pour vous, le meilleur ministre actuellement en place, c'est Gérald Darmanin? Le meilleur, il n'y a pas de meilleur, parce que ils sont tous comptables d'une politique. Ça ne doit pas être évident d'être ministre de l'Intérieur, oui. En tout cas, c'est pas Dupond-Moretti. Non. Voilà, merci. Merci. Non, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes adversaires, mais je trouve Dupond-Moretti toujours très inélégant et parfois vulgaire. Voilà. Et ça me dérange parce que je n'aime pas la vulgarité et je n'aime pas ce qui manque de courtoisie. Voilà. Et je pense qu'en politique, on peut se combattre, on peut être en désaccord, mais ça peut toujours se faire dans le respect des différences, parce que c'est ce qui fait aussi la beauté de la démocratie. Merci Jordan Bardella d'avoir été avec nous. Merci à vous.